Professeur Didier Raoult, on est en de l'épidémie de SARS-CoV-2 à Marseille, et qu'en est-il de la mortalité? Donc pour nous, pour ce qu'on voit, hein, moi je m'intéresse à ce qu'on voit. On voit que, le nombre de patients dépistés, le nombre de patients diagnostiqués se suivent. C'est sur ces deux courbes. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, ce que je n'arrive pas encore à expliquer, c'est comment, si on regarde le pourcentage de positifs varie exactement comme le nombre de gens qui se testent. Et les gens se testent d'autant plus qu'il y a un risque plus important qu'ils soient positifs. Et ça, personne ne peut l'expliquer. C'est quelque chose qui est très complexe, qui ne passe pas nécessairement par l'information traditionnelle, mais les gens perçoivent, probablement par des réseaux interhumains, qu'il y a plus de risques, et donc ils viennent plus se faire tester. Et donc c'est très intéressant de voir que la proportion des gens infectés augmente avec le nombre de gens qui se testent. C'est un phénomène que j'avais constaté par ailleurs et qui restait inexpliqué à ma connaissance dans la littérature. Concernant la mortalité, nous ici à l'intérieur de l'IHU, l'âge moyen de la mortalité est à 80 ans. C'est en tenant compte de tout, en tenant compte des gens qui sont passés en réanimation, sur 25 000 personnes. Et ça, c'est la courbe de l'ensemble du CHU. Vous voyez que en fonction des moments, ça varie de 77 ans de moyenne d'âge à 76 ans de moyenne d'âge, qu'en moyenne, ça doit être à 78 ans de moyenne d'âge. Donc chez nous à l'IHU, la mortalité ne change pas, ne peut pas entraîner une diminution de l'espérance de vie, puisque c'est la moyenne de l'espérance de vie. Donc ça veut dire que c'est embêtant, il faut s'occuper des gens, et mieux on s'en occupe, plus ils ont de chances de survivre, de gagner les quelques années qu'ils peuvent gagner encore. Mais ça ne bouleverse pas l'équilibre démographique du pays si on s'en occupe. Il faut faire attention, je dis si on s'en occupe, parce qu'il y a des gens jeunes qui peuvent faire des embolies pulmonaires si on ne s'en occupe pas. Nous, on regarde, éventuellement on les anticoagule, on leur donne une anticoagulation en ville. Il faut surveiller leur oxygénothérapie. Nous, on est pour les traiter par ailleurs, mais de toute manière, il faut les prendre en charge, les surveiller, parce qu'il peut y avoir des accidents mal compris. Il y a des gens qui génétiquement ont une prédisposition à faire des formes graves. Il y a un très gros travail dirigé par Jean-Laurent Casanova, qui a déjà fait 2 papiers dans Science, il y en a 2 autres qui sont en cours, auxquels on a participé de manière mineure, on a participé, qui montrent qu'il y a des gens chez qui c'est imprévisible parce qu'il y a un facteur génétique qui était inconnu et qui les prédispose à ça. Donc les gens malades doivent être pris en charge, et il faut regarder s'ils n'ont pas de facteurs de gravité inattendus. Donc il n'y a pas que le très grand âge. Malheureusement, une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui est plus jeune et qui a des facteurs inconnus, et donc il faut examiner les gens, il faut les voir, il faut regarder ce qui se passe, et il faut mettre les mesures en place pour éviter, s'il y a une aggravation, qu'elle passe inaperçue. Quelle différence faites-vous entre la notion de recherche et la notion de découverte? Moi, à titre personnel, je suis plus dans une démarche de découverte que d'une démarche de recherche. Bien entendu, la découverte est une partie de la recherche. La différence majeure, si vous voulez, c'est qu'une partie très importante de la recherche est basée sur des hypothèses. Et parfois, ces hypothèses deviennent même toxiques pour les gens qui font de la méthodologie. Si vous voulez, si vous découvrez quelque chose par hasard, vous n'avez pas le droit de l'analyser. Donc ça doit faire partie des objectifs que vous avez définis avant de commencer la recherche. C'est-à-dire que vous ne laissez pas donner aucune place à la chance. Bien sûr, Pasteur disait l'inverse. La chance ne sourit qu'à ceux qui sont préparés, c'est-à-dire qu'à ceux qui savent qu'ils vont avoir des phénomènes inattendus, qu'il y a la chance. Et pour pouvoir les interpréter, il faut y être préparé. Ça, c'est la recherche basée sur les hypothèses. Il y a un autre type de recherche qui est, moi, celui que je pratique, qu'on appelle la recherche basée sur la curiosité. Tiens, je ne comprends pas ce qui se passe là, je vais aller le voir. Ou la recherche basée sur la technologie, c'est-à-dire il y a un nouvel outil, je vais me servir de ce nouvel outil pour voir ce qui se passe. Il se trouve que le XXIe siècle est surtout marqué par cette recherche basée sur les outils, du fait de l'explosion d'outils qui nous permettent de voir les choses qu'on ne voyait absolument pas. Par exemple, pour revenir sur un de mes grands dadas, si vous voulez, la théorie darwinienne avait fini par expliquer qu'il y avait un hominidé qui avait triomphé, qui est l'Homo sapiens, et qui avait détruit toutes les autres hominidés. La génomique a montré que c'était un fantasme hypothétique, qu'en réalité,
la plupart des hommes qui vivent actuellement sont des mélanges d'hominidés archaïques, si vous voulez, avec la proportion d'hominidés archaïques différents selon les endroits. Nous, en Europe et en Asie, on a du Néandertal. Les gens en Mélanésie, en Polynésie, ont du Denisova. Donc il n'y a pas eu une sous-espèce ou une race qui a dominé, qui a fait disparaître les autres. C'est pas vrai. Ils n'ont pas arrêté de se mélanger. Et plus le temps passe, ça c'est vraiment la génomique, plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est une théorie basée sur les outils de l'époque, qui n'est pas du tout vérifiée actuellement. Mais c'est extrêmement difficile de faire basculer ça. On voit même dans les meilleurs journaux. J'ai envoyé plusieurs fois des articles là-dessus, puis c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis on a un très bon généticien des origines qui travaille dans l'unité. C'est impossible de faire passer actuellement l'idée qu'il n'y a pas d'ancêtre de l'homme moderne. L'homme moderne est un mélange, c'est une mosaïque d'hominidés anciens, et il n'y avait pas un Homo sapiens qui existait et qui persistait jusque-là. Les hommes actuels sont des mélanges. Voilà. Et donc la vision du darwinisme qui évolue au bout de branches qui ne se mélangent pas est une vision qui est complètement fausse, bien sûr. Mais il continue, et si vous lisez ça dans les plus grands journaux, on continue à vous parler des hommes modernes qui vivaient il y a 50 000 ans, alors qu'ils se sont ensuite reproduits, une partie d'entre eux s'est reproduit avec les Néandertaliens, et que vous ne voyez pas spontanément comme ça. Voilà. Donc ça, c'est des découvertes qui sont inattendues, qui sont basées sur les outils nouveaux. Bien entendu, pour nous, la microbiologie, c'est extraordinaire, ce qu'on a pu découvrir depuis qu'on a mis en place ces outils nouveaux. Voilà, donc ça, c'est les différents types de recherche. Nous, bien sûr, la recherche qu'on aime, c'est la recherche découverte. Nous, on découvre des microbes. Et pour ceux qui s'inquiètent éventuellement de savoir ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux, comme tous nos microbes sont déposés quelque part et que toutes nos séquences sont dans des banques de séquences, c'est très facile à vérifier. Ce qu'on a fait, 99% de ce qu'on a fait, c'est de la découverte qui est accessible à tout le monde. Donc, on a découvert 700 bactéries, elles sont dans les collections de bactéries. On a fait le génome de toutes ces bactéries. Qui sont sur des banques de données, tout ça est disponible, c'est des banques de données, ce qui est très difficile, et c'est persistant, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ça m'intéressait, c'est que j'aime bien trouver des choses dont on sait qu'elles peuvent durer plusieurs décennies ou plusieurs siècles, parce qu'elles ne sont pas basées sur des théories, mais sur l'observation. Ça m'intéresse. Bactérie que vous avez décrite, elle pourra changer de nom, génome que vous avez décrit, il peut y avoir des petites erreurs de séquence, mais c'est là pour 10 000, 100 000 ans. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de variation due à la composition des milieux, qui est tous les problèmes que l'on a avec la recherche basée sur les hypothèses biologiques. Donc c'est cette recherche-là qui s'intéresse, c'est pour cette recherche-là qu'on est connu par tout le monde. Et c'est celle-là qui est le fond de ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est basé sur l'observation, c'est basé sur la curiosité, et c'est basé sur l'idée qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche et ce qu'on regarde. Pour réussir la découverte, il faut avoir des approches improbables. Si vous pensez comme tout le monde, ou si vous réunissez des gens pour qu'ils découvrent quelque chose, qui ont le même mode de pensée, la chance de découvrir quelque chose est très faible. J'avais été consulté par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le professeur Ménard, qui avait mis en place le plan Alzheimer. Je lui ai demandé pourquoi il me demandait Alzheimer. Il m'a dit, écoute, tu fais partie des 2 personnes que j'ai envie d'interviewer en dehors des gens qui travaillent sur Alzheimer. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses qui est le plus important? Je lui ai dit, écoute, tu sais, je crois que la découverte, c'est ce que décrivait Lautréamont, Jean le Maldoror, dit beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, c'est-à-dire quelque chose d'improbable. Il faut faire se rencontrer des choses improbables si vous voulez découvrir quelque chose, parce que vous pouvez penser que personne n'a jamais réuni des choses aussi improbables, et que donc ce que vous verrez à la croisée de ça est nouveau. Voilà, donc ça, c'est la recherche pour la découverte. Est-ce que toutes les découvertes scientifiques sont bonnes à dire? C'est une question qui est non résolue. C'est compliqué. Moi, je sais que, étant scientifique, je pense que mon devoir à moi, c'est de faire la science, de la communiquer, et que c'est le travail des gens qui s'occupent de la société de transformer
ce que j'ai fait en quelque chose d'utile socialement. Moi, je n'ai pas, je parle de darwinisme, mais vraiment grand ami me disait au début, ne dis pas ça de Darwin parce que ça va favoriser les créationnistes qui pensent que tout s'est créé selon ce qu'il y avait écrit dans la Bible, ce qui en France, franchement, n'est pas un problème, mais qui est un problème sur le plan international. Aux États-Unis, la moitié des gens pensent que l'évolution n'existe pas et que la création, tout c'est fait comme c'est décrit dans la Bible, il y a 5000 ans. C'est possible qu'ils pensent ça, ça n'a pas empêché de penser autrement. Et le fait de dire que le mécanisme darwinien est un mécanisme qui était un mécanisme descriptif qui a eu son intérêt au XIXe siècle, c'est pas inintéressant, mais qu'actuellement c'est plutôt quelque chose qui nous empêche de voir la réalité, en particulier au XXIe siècle. Il me disait, tu ne peux pas dire ça, parce que dire que tu ne crois pas en Darwin, qui est devenu donc un objet de croyance, c'est dire que tu crois à l'opposé, c'est-à-dire que le monde a été fait il y a 5000 ans en une fois. Donc, moi, j'essaie de sortir, même si c'est extrêmement difficile, la culture de la connaissance scientifique qui n'a pas les mêmes objectifs et qui n'a pas la même destinée. Donc je crois, à la différence, il y a eu un très grand débat qui a été fait, en particulier avec Bonaventure, qui disait, mais Bonaventure est quelqu'un qui faisait de l'anthropologie, de la sociologie, pas quelqu'un qui fait de la science factuelle, qui disait, entre quand les faits vont contre l'intérêt général, il ne faut pas rapporter les faits, ça s'appelle as a matter of fact, of matter of concern. Moi, je pense qu'il y a plusieurs rôles, et que le rôle du scientifique, c'est de rapporter les faits qu'il observe. Et ensuite, la traduction de ces faits, c'est un autre métier, mais ce n'est pas le même métier. Moi, je ne suis pas journaliste, c'est même la raison pour laquelle on a créé cette chaîne YouTube, c'est pouvoir exposer les faits sans s'exposer ni leur interprétation, ni leur intérêt social, ni les transformer en se demandant de savoir si c'est bon que les gens le sachent ou s'il n'est pas bon que les gens le sachent. Voilà. Donc c'est une question qui se pose et à laquelle chacun répond comme il le pense. Moi, je pense que nous, notre rôle, c'est de rapporter les faits que nous observons avec un temps modeste sur leur analyse, parce que l'analyse dépend aussi de notre culture et de la manière de le lire. Donc, c'est pour ça que j'aime tellement les faits bruts. Nous, quand on rapporte la séquence d'un génome de bactéries, c'est pas tellement soumis à interprétation. Quand on rapporte la découverte d'une bactérie ou de virus géant, Dieu sait qu'on a été empoisonné par ça, ou quand on raconte, je sais pas, qu'on a découvert que la peste du Moyen-Âge était bien Yersinia pestis, même si ça a fait des drames dans la presse, pour nous c'était assez banal, c'était factuel, et puis point final. Donc il y a une vraie question sur est-ce que nous, notre rôle, c'est de jouer un rôle social en faveur, quand on parle de science, pas de gestion des maladies infectieuses, mais quand on parle de science, est-ce que notre rôle, c'est de rapporter les faits tels qu'ils sont connus ou tels qu'on pense les savoir à un moment donné, ou est-ce qu'il faut les mettre dans une perspective qui est d'un côté, de l'autre, de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est gentil, ce qui n'est pas gentil, ce qui est moderne, ce qui est archaïque, ce qui est chrétien, ce qui n'est pas chrétien, ce qui est compatible avec la Bible, ce qui ne l'est pas, ce qui est compatible avec Bouddha ou ce qui n'est pas. Ce n'est pas notre problème à nous. Le problème, en tout cas, c'est pas le mien. C'est de dire, voilà, écoutez, regardez factuellement, nous, ce qu'on voit, puis après, vous en faites un peu ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez que les Chinois ont menti ou mentent sur le coronavirus ? Écoutez, c'est une manière d'expliquer que on fait mal les choses face aux chiffres, c'est de casser le thermomètre. Voilà, les grands spécialistes, nous, on casse le thermomètre, comme ça on ne le voit plus. Donc en Chine, il faut reconnaître que dans toute la Chine, dans toute l'épidémie, les Chinois ont géré ça d'une manière tout à fait spectaculaire. Ils ont fait plus de publications scientifiques que la France entière, alors qu'il y a eu moins de cas en Chine que ce qu'il y en a eu dans la région de l'Île-de-France. Donc quand même, ça doit amener à réfléchir, sauf si on dit, non mais, est-ce que vous croyez les Chinois ? Les Chinois, non. Vous savez, ça fait plus d'1 an qu'ils ont dit ça, il n'y a pas de cas exportés de Chine. Les cas qu'ils ont, c'est des cas importés. Et donc, ce sera difficile de cacher pendant 1 an qu'il n'y a pas de cas qui viennent de Chine qui sont infectés. Parce que quand ils en avaient, on avait des cas qui venaient de Chine qui sont infectés. Donc, pourquoi
pourquoi est-ce que les Chinois mentiraient dans cette occasion-là? Je comprends bien qu'il puisse y avoir un intérêt politique, mais factuellement, c'est pas possible. Les films en Chine, ils se baladent tous le masque, ils ont une vie, ils ont les masques, mais enfin, ils ont une vie normale par ailleurs. Donc je crois pas. Voilà. Après, la question, c'est est-ce que vous ne croyez pas que c'est les Chinois qui ont inventé ça dans leur P4 à Wuhan? Moi, l'expérience que j'ai eue, moi, dans ma vie, c'est que ceux que j'ai vu mentir, mais alors de manière absolument terrible, c'est les Américains avec le virus du charbon. Le virus du charbon, c'est une bêtise de l'armée américaine. Donc c'est l'ancien ingénieur de l'armée américaine qui avait un passé psychiatrique notable, qui était employé à faire le développement du charbon comme arme. Quand on a fermé son laboratoire, c'est pas ce qui s'est passé, mais quand les charbon est arrivé aux États-Unis, et aux États-Unis seulement, parce que ça a été un fantasme absolument terrible, mondial, partout, on parle partout, on continue à parler charbon, mais il n'y a qu'aux États-Unis où ça s'est passé dans ces années récentes. Le seul endroit qu'on connaît où ça soit passé avant chez les hommes, c'était en Russie avec Ekaterinbourg, là aussi issu d'un laboratoire militaire mal sécurisé. Donc c'est plutôt les gens, c'était des armées régulières qui ont fait ça, c'est pas des terroristes, c'est des armées régulières, hein. Et très rapidement, les souches qui ont été envoyées à des politiciens et des journalistes ont été analysées génétiquement, là aussi, parce qu'on était au XXIe siècle, et très rapidement, on a vu que c'était les souches qui avaient été militarisées dans le Fort Detrick. Donc, avant la fin de l'année 2001, on le savait, ce qui n'a pas empêché quand même Colin Powell, qui était le secrétaire d'État américain, plusieurs mois après, de remuer un truc en disant que ça venait d'Irak. Et moi, j'étais au ministère de la Santé, j'avais des communications grises en provenance des États-Unis qui me disaient qu'il y avait des silos entiers chez Saddam Hussein de bactéries du charbon et qu'on ne les avait pas encore trouvés, mais que c'est pour ça qu'il fallait envahir l'Irak. Donc, eux, je sais qu'ils mentent. Hein. Ils m'ont menti, hein. Ils ont menti au monde entier. Lorsque vous me dites, vous savez que les Américains mentent, je le sais. Voilà. Les Chinois, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu qu'ils faisaient ça. Après, vous savez, les gens qui vivent avec l'idée qu'on va reconstruire des virus en sachant inconnus, en connaissant leur pouvoir pathogène, alors cela, ça ne correspond pas à la science que je connais. Je crois que je connais pas mal de la science sur les virus. Et donc de dire, écoutez, on va rajouter ça, ça et ça, et vous allez voir, ça va faire un virus très transmissible et très pathogène, on verra. Je ne crois pas qu'on en soit là. Donc je ne vois pas pourquoi on a besoin d'avoir un laboratoire pour inventer le virus. La nature passe sa vie à inventer le virus, en particulier le coronavirus, ça n'arrête pas de se mélanger, ça n'arrête pas de s'hybrider, ça n'arrête pas de changer. Et si d'ailleurs on avait pensé à ça plus tôt, on aurait cru plutôt ce que je disais qui était purement de l'observation, c'était pas hypothétique, dès septembre, qu'il y avait des variants et que c'était ces variants qu'on voyait sévir actuellement en France et pas les anciens variants. C'est que les virus changent et le nôtre, il ne sortait pas d'un laboratoire chinois. Après, il sortait plutôt, en réalité, des élevages de vissons français. Donc, peut-être ça venait d'un élevage de vissons chinois. Maintenant, je crois que c'est Étienne Flarot qui dit ça, ça sort d'un élevage de vissons chinois. J'en sais rien. C'est plus plausible, en tout cas, que sortir d'une manipulation de quelqu'un qui aurait inventé le virus. Tout ça, c'est bien, c'est du cinéma, c'est de la science-fiction, c'est la planète des singes, c'est ce que vous voulez, mais pour l'instant, c'est pas la réalité. Voilà.